Bonsoir à tous et bienvenue dans The First Pitch, l'émission baseball référence de The Playoff FR. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, on va partir dans les profondeurs des championnats. Nous traitons la Ligue majeure essentiellement tout au long de l'année et là nous avons décidé aujourd'hui de partir à la conquête des ligues mineures et de la draft. Et avec moi, le scout préféré de Scott Boras. Apparemment, il aurait même été dans les petits papiers pour le transfert de Max Scherzer. On a vu cette semaine qu'il part à Toronto. Donc, on a l'immense plaisir d'accueillir le scout préféré de Scott Boras, c'est Julien. Salut Julien, comment tu vas ? Salut, ça va? Ouais, scout de Scott Boras. Ben, je scoute pas des jeunes, parce que Schwarzer, j'étais déjà j'étais un peu carbo quand même. Vous avez le même âge peut-être ? Ouais. Je sais même pas si je suis pas plus jeune. Ok. Ouais, je scoute que le vieux, moi. Voilà. Les vieilles marmites, comme on dit. Voilà. Ça. Mais on fait les meilleures soupes peut-être apparemment dans le baseball. C'est ça. On verra pour Allez. les Blue Jays. Et on verra avec eux. Donc, on parle aujourd'hui du farming system en MLB. Donc, considéré comme le passe-temps de l'Amérique, le baseball, il est connu essentiellement pour ses 30 équipes en Ligue majeure, donc en MLB. Il est souvent, dans nos articles ou podcasts, vous entendez le mot farming system, pipeline, prospect et d'autres termes baseballistiques qui, même pour les plus assidus de la balle à couture, est assez difficile à comprendre dans ce tumulte de mots. En fait, nous connaissons le concept des ligues mineures. Julien, comme moi, comme vous, fans de MLB, ou de baseball en particulier, et le concept des différents niveaux. Mais en fait, aujourd'hui, on va faire une piqûre de rappel qui fait jamais de mal, surtout en cette période où beaucoup de joueurs issus du farming system sont envoyés dans la Grande Ligue. Et nos Français également tentent de faire l'expérience farming. Alors, dans les 4 sports US, le baseball est le sport qui a développé au maximum ce système. On a eu l'exemple avec la NFL qui a tenté l'expérience avec NFL Europe, sans succès, qui en 2007 a fermé ses portes. La NBA a une ligue de développement également, souvent décriée comme une purge. Bon, là, pas beaucoup suivi non plus au niveau des médias. Le hockey, par contre, tire son épingle du jeu, mais n'a rien de comparable au baseball. La différence se fait dans les niveaux de ligue mineure qui sont plus importantes. Et dans cet épisode, on va vous présenter l'importance d'un bon farming system dans la construction d'une équipe de MLB. Les meilleurs farm systems et le top 5 par position et les prospects à surveiller pour cette année 2025. Allez, on prend ses plus belles Santiago, sa grosse boucle de ceinture et son Stenson et on part à la conquête et à la découverte du farming system. Ça te va, Julien ? Ouais, ça me va bien. Allez, ça marche. On va parler de la Minor League, MILB, et des différents niveaux. Donc en fait, c'est dans cette stratosphère du baseball, les équipes de farming, en français équipes agricoles, mais bon, on va pas le traduire comme ça aujourd'hui, en fait, sont des équipes dont les joueurs sont sous contrôle des franchises de ligue majeure, soit en les signant en tant qu'agents libres. Exemple très proche pour les Dodgers, Roki Sasaki, ou soit en les recrutant avec la draft, avec un exemple, le meilleur lanceur, le rookie de l'année, Paul Skenes. Donc, pour chaque équipe de ligue majeure, il dispose d'un système d'équipes en ligue mineure plus ou moins performante pour alimenter les équipes de la Big League. La suite est la présentation donc des différents niveaux des ligues mineures. Alors, on va commencer plus petit niveau, la Rookie League, ou la Rookie Ball, saison courte. Donc en fait, la draft MLB a lieu en milieu de saison régulière de Ligue majeure. Le college baseball, lui, il finit mi-juin avec les World Series NCAA à Omaha. Donc malgré le talent de ces jeunes qui ont la vingtaine, beaucoup ne sont pas prêts à sauter dans le grand bain de la MLB. En fait, cette Rookie League est prévue pour permettre à ces joueurs de prendre la température du mode de vie d'un joueur de MLB, tout simplement. Déplacement court, peu de matchs, cela convient aux anciens du lycée et aux internationaux fraîchement draftés par une franchise. Le premier rouleau compresseur américain pour eux, en soi, finalement. Est-ce que pour l'instant, Julien, tu es d'accord avec moi sur cette rookie ?
Ouais, juste rajouter que le Rookie League, c'est vraiment, pour préparer les jeunes au monde professionnel, en fait, c'est vraiment une transition, c'est un peu un stage, on va dire, Oui, on peut appeler un ça comme stage ça. d'été. Ouais, voilà, un stage pour les préparer un petit peu parce que leur saison, eux, se termine avec l'année scolaire. La saison Ouais. MLB, elle, a déjà bien commencé et on est Mmh. en tambour battant dessus et donc on les fait venir pour qu'ils prennent du jeu tout de suite. Voilà. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, on a un low A ou high A ball, concept simple, donc 140 matchs, donc il y a quand même un spring training avec 5 mois de compétition. Et là, on est vraiment au balbutiement d'une vie rêvée par tous, donc tous les joueurs. Les meilleurs universitaires, ceux qui sortent des programmes majeurs, évolueront en high A, tandis que les autres iront vraiment dans la low A, donc la low A ball, une petite compétition voilà, de simple A. La double A. Double A, donc à un autre niveau, on remonte. Le début de la découverte des talents de demain est voilà, elle est remplie de joueurs qui sont en train de monter vers la ligue majeure. Donc à cette strate-là, des équipes de farming, tout joueur évoluant à ce niveau est susceptible un jour d'être en MLB. Ouais, ça devient sérieux là. C'est voilà, ça change là. Là vraiment, on voit qu'il y a un step qui est franchi. Donc pour les joueurs qui suivent le mouvement, ou alors aux autres qui sont un peu plus en retard. Donc vous imaginez bien que la concurrence, elle est extrêmement rude. Exemple, les lanceurs de double A qui sont très talentueux et qui ont les atouts physiques et mentaux pour réussir, eux, ils vont quand même monter rapidement. Et pareil pour les frappeurs. Voilà. On peut retrouver les joueurs qui ont eu l'expérience de la MLB et qui descendent en double A, soit pour un retour de blessure, soit pour continuer à progresser. Et on a les autres jeunes pousses eux, qui montent assez rapidement. La double A, il faut savoir aussi, c'est un peu le laboratoire, hein, de la MLB. C'est là vraiment où on va développer le prospect au mieux. Pour les lanceurs, on va commencer à leur apprendre de nouveaux lancers. Ils vont travailler sur de nouveaux lancers qu'ils ne maîtrisent pas encore. Les frappeurs, on va essayer aussi de travailler leur vision au marbre. Donc c'est vraiment le laboratoire. On est dans un esprit de compétition, mais avant tout aussi de développement. C'est ça qui est important à savoir sur la double A. Ouais. Vision, discipline au marbre, voilà pour les batteurs. C'est vraiment c'est même plus que du sérieux, c'est leur métier quoi. On va passer donc à la dernière strate des ligues mineures, la triple A. Donc c'est un peu un mélange de tout, des joueurs ayant de l'expérience en MLB, des joueurs revenant de blessures, des joueurs mis à l'écart de la MLB pour progresser, des jeunes joueurs donc qui sont montés de double A à triple A. Bref, on va vraiment trouver son compte à regarder des matchs de triple A, et ça, je veux vraiment le souligner. On va retrouver nos joueurs suivis, ceux qui suivent un peu les prospects, ceux qui suivent les joueurs voilà, qui sont en convalescence, etc. Il se peut que de très bons joueurs, par contre, passent de la double A à la MLB directement. Le passage en triple A n'est pas obligatoire. Mais bon, sur les joueurs qu'on va vous énoncer tout à l'heure en top 5, beaucoup sont partis vraiment de la rookie et ont monté toutes les strates. Voilà, de ce que j'ai pu dire sur ces niveaux-là. Alors vous l'avez compris, donc ce système de farming en baseball, c'est vraiment une mécanique extrêmement bien huilée. Différentes strates pour différents niveaux de joueurs. Donc à l'instar de la NBA ou la NFL, voilà, où un joueur de baseball donc qui ne commence pas, on va dire, en université, voilà, il va être directement drafté dans le grand bain. Eux, par contre, en MLB, bah non, ils vont commencer à la vingtaine, tout en bas de l'échelle, et ils vont monter de plus en plus. Voilà. Le chemin est semé d'embûches, les blessures physiques, mentales, la concurrence entre joueurs. Bref, le chemin qui mène à la gloire, c'est vraiment, ça prend du temps. Un peu comme tout bon gamer, vous savez, avec MLB The Show et notre mode Road to the Show, pareil, c'est la même chose. Par contre, il y a des joueurs qui peuvent sortir de leur épingle du jeu, comme Paul Skenis cette année, où il a été élu Rookie of the Year juste 500 jours après son tour de draft. Mais cela reste exceptionnel en soi. Julien, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur les différentes strates des ligues mineures? Non, c'était assez complet. Il faut rien à redire dessus. Savoir que voilà, en effet, plus on monte, plus on va commencer
vraiment, au départ, on va prendre des répétitions, on va dire, et s'habituer à la vie professionnelle. Puis après, et ben, on va rentrer dans le vif du sujet, dans une ligue qui va nous permettre du développement et de la compétitivité avec, plus on va monter, plus on va avoir des joueurs compétitifs et du coup un niveau qui va se rapprocher de la MLB et du coup, ben, nous préparer à rentrer dans la ligue professionnelle, dans la grande ligue. Welcome to Ouais. the show. Et il faut savoir que parfois, des joueurs évoluent toute leur carrière en ligue mineure et un jour, comment dire? Le coach en fait, les appelle pour jouer un match en MLB. On l'a eu cette année sur un lanceur à Boston, il me semble, Julien. Je crois qu'il avait plus de 30 ans et ça faisait, il avait navigué pendant 10 ans en ligue mineure C'était en 2023? ou en 2023, ouais. Ouais, j'ai perdu son nom. Ouais, 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 qui est parti à 33 ans, qui a été annoncé. Il y a une vidéo de lui, là, et c'est trop marrant quand C'est ça, le ouais. coach lui annonce, Et il a donc l'air en fait, il y a des joueurs, ils passent leur vie en ligue mineure. Ils s'accrochent, c'est leur sport, c'est leur mode de vie, de toute façon, c'est leur vie. Et parfois, ils arrivent pas trop à percer, ou alors ouais, voilà, il le laisse peut-être là parce il le juge pas assez bon peut-être pour aller dans la grande ligue, donc il navigue dans les strates des ligues mineures. C'est pas ouais, ils Voilà. sont pas assez bons, mais surtout ils sont assez, si vous voulez, c'est un peu des joueurs, des sparring partners, en fait. Je Mm. vais prendre ça comme ça. Oui, C'est de très bons ouais, bon joueurs. exemple. Mm. C'est de très bons joueurs, mais qui sont là, en fait, ben, pour servir de sparring partner aux jeunes joueurs en développement ou aux joueurs, en retour de blessure. Donc c'est là où, bah, ils sont là et ils font le taf et des fois et en effet, ils ont, une saison qui est un peu plus, performante et qui va leur permettre, d'être repérés et enfin, en tout cas, de rentrer heu, au dans les petits papiers des coachs et puis c'est comme ça qu'ils vont monter. C'est ça. Allez, le point numéro 2, donc on va passer sur les classements des meilleurs farm systems de la MLB et les pires farm systems aussi. Je Bon, Ligue de la Purge, on oublie. Là, on est dans le on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as quelque chose, à ajouter sur le classement? Mouais, enfin, pas sur le classement, c'est juste pour refaire un point réel, pour bien mettre les choses sur le farm system, en fait. Comprendre aussi que c'est crucial pour les équipes, hein, c'est vraiment de toute façon le farm system, c'est l'ensemble des joueurs qui sont sous contrat. Ça, c'est le premier point, qu'il faut qu'on prenne. Un farm system, ça va permettre une durabilité de la franchise, en fait, dans la ligue. Ça va lui permettre de réduire sa dépendance aussi, vis-à-vis des agents libres, lancer de nouveaux talents, donc c'est des coûts réduits, des opportunités à long terme. Donc tout ça, c'est en fait, c'est tout il faut voir aussi dans le farm system, on a vu à travers toutes ces strates, en fait et tous ces niveaux de ligue, c'est qu'il y a il faut négocier, c'est une organisation qu'il faut gérer de manière très intelligente et coordonnée, en fait. Donc le manager général de l'équipe, en fait, il va avoir aussi des gens qui vont regarder en dessous et qui vont lui faire les rapports au-dessus et au fur et à mesure, en fait, on va descendre de l'échelle et ça va être marrant. C'est un système très pyramidal Mmh. finalement. La gestion dans le farm system des jeunes joueurs, c'est pas seulement embaucher des jeunes joueurs prometteurs, hein. Ça veut dire c'est toutes ces séries d'étapes qu'on doit soigneusement orchestrer en fait, qui va du repérage du jeune à son développement à long terme. Donc c'est tout ce que j'évoquais là précédemment. Donc, on repère, donc il y a vraiment une importance des scouts dès le début, en fait, pour la draft, et cetera. Mais aussi après à l'intérieur du farm system, c'est-à-dire qu'en rookie league, en single A, on va avoir aussi cette importance, forte, du scout. Derrière, après, c'est ce que je disais, la double A, voire des fois la single A, high, on va avoir, un travail sur la préparation mentale, l'entraînement physique, la technique. Donc c'est là où on va vraiment façonner un peu plus le joueur. Surtout, on façonne le joueur à l'équipe MLB. Imaginez, en fait, c'est vraiment un centre de formation, comme en Europe, on peut avoir au basket ou au foot, et cetera. Vous allez prendre un joueur, je prends l'exemple du FC Barcelone, par exemple, au football, même au basket, le FC Barcelone a exactement la même chose. Il y a une philosophie de jeu qui est mise en place par un general manager et les joueurs sont formés en fonction de ça pour arriver en fait, ready, en MLB,
Alors oui, en Europe, c'est plus installé parce que c'est plutôt ancré par rapport au club et là, on est ancré par rapport plutôt à un manager et on sait que les managers, la vie d'un manager en MLB, c'est pas toujours facile. Il y en a qui sautent au bout d'un an, il y en a qui restent une dizaine d'années, il y en a qui restent bien plus longtemps. Mais voilà. Du coup, tout ça, ça aussi demande un aspect logistique. Ça veut dire qu'il y a des installations qui vont être dédiées, des analytiques, des centres d'entraînement qui vont être vraiment spécialisés dans tout ça, des plans d'entraînement qui vont être personnalisés pour chaque joueur. Un aspect nutrition aussi, ils vont être accompagnés sur la nutrition, chose qui est très récente, je crois, depuis 2023, parce qu'avant, on leur servait 2 patates et un petit bout de maïs, et puis allez, on roule. Le farm system, il y a plein de choses positives pour le développement, il y a aussi plein de choses d'aspects négatifs qui sont sur la qualité de vie des joueurs. Ça, c'est pas le sujet, mais d'autres ont traité le sujet, et n'hésitez pas à aller écouter ou lire. Et après, on suit bien sûr toutes ces performances. Il y a une supervision qui va être continue, des évaluations qui vont être régulières des joueurs, parfois des changements de position parce qu'on va considérer qu'il est peut-être meilleur à un autre poste, parce qu'un besoin se fait sentir à un autre poste ou tout simplement parce qu'un meilleur arrive à un autre poste. Donc voilà, on va surtout se baser sur des statistiques avancées, l'OPS, donc land base plus slugging, l'ERA, donc voilà, c'est des choses qu'on retrouve et qu'on travaille régulièrement. Après, la sortie de balle, etc. Mais ça, c'est des choses, on ne va pas rentrer dedans. Mais en tout cas, on va se baser sur cette statistique analytique, de plus en plus, en tout cas. Certaines équipes, non, mais beaucoup d'équipes le font. Et puis après, il y a une stratégie à long terme qui est de continuer dans le développement, c'est de rester dans la continuité, garder cette flexibilité financière pour les équipes. Et puis après, il faut trouver aussi un équilibre pour les équipes. On ne peut pas non plus vivre que de son farm system, même si certains l'ont montré, mais il y a toujours l'appui de joueurs externes, etc. Et il faut savoir aussi que le farm system est aussi une monnaie d'échange, ce que vous voyez des fois dans des trades où il y a des joueurs que vous ne connaissez pas, qui sont envoyés dans une autre club, c'est des prospects, donc des futurs, des paris qu'on envoie, voilà. Et c'est aussi un peu, c'est là où je dirais c'est un peu le hic du farm system et on est vraiment, je ne vais pas dire, je ne vais pas employer le mot esclavage, mais moderne, mais c'est le business. C'est un sport business et voilà. Et du coup, on forme des. Et là, c'est là où le mot farm system a un peu Ouais, dans le business, on a eu notre son dose cette semaine avec la NBA, donc je pense que ouais. les gens sont Ouais, déçus. d'ailleurs, il y a un joueur qui a dit ça dès que c'était de l'esclavage moderne, je ne sais plus qui a dit ça. C'est Schroeder. Schroeder, ouais. Schroeder, ouais, Mais c'est bon, ça. bref, c'est un peu, oui, c'est de l'élevage, si on est écouté comme ça, c'est d'élevage aux bestiaux, justement, farm. Et je pense que Farm. ça vient sans doute de là aussi, un petit peu quand même. Une Donc voilà. équipe agricole, voilà. Les jeunes pousses, voilà, comme on peut dire. Ce qu'il faut retenir aussi, enfin retenir, pour la petite anecdote, c'est que, OK, par exemple, la franchise de Mariners, donc c'est à Seattle. Par contre, les autres équipes, donc en ligue mineure, qui sont affiliées aux Mariners, ils sont pas à Seattle. Ils sont un peu partout dans le pays, en fait. Dans le Donc, pays et dans d'autres pays aussi, il et y a dans aussi d'autres une pays. ligue en Ouais, République dominicaine, au oui, Venezuela, si je dis pas de bêtises, et il me c'est semble au ça. Mexique aussi. Ouais, ouais. Si vraiment je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Donc il y a aussi des ligues internationales Mmh. qui se jouent souvent. Alors ces ligues internationales sont souvent les rookie leagues. C'est souvent les Oui. Summer League, la Dominican Summer League, ou et alors il y en a une en Floride aussi, je crois. Mais voilà, c'est vraiment c'est dispatché sur les vraiment à partir du niveau single A Mmh. plus jusqu'à la triple A, c'est tout sur le territoire Ouais. américain et canadien. Et le reste après c'est un peu à l'international. Mais ça reste très nord-américain et Amérique latine. Ouais, tout à fait, voilà. Donc, quand on est fan, par exemple, des Mariners, mais qu'on habite, l'Arizona, eh ben, on peut retrouver peut-être une équipe, de ligue mineure, des Mariners en Arizona, voilà, par exemple, voilà et pouvoir voir, voilà, sa franchise préférée évoluer dans son état, en gros, voilà. Ouais. Les Mariners sont une équipe à Tacoma qui Eh se ben, ça, c'est trouve en Californie. dans ouais, Ça, c'est en Californie, ouais. ils ont une équipe en Arkansas, les Arkansas Travelers, à Everett. Oh, magnifique logo, les Aqua Sox, qui est dans l'État de Washington, par contre. Et puis, Modesto, Ah, ça, la de dernière nom, je équipe, connais, ouais, c'est ça, ouais. Modesto qui est en Californie aussi. Donc Aussi, voilà. ah bah, vous voyez, d'accord, OK.
Il faut savoir aussi, on va rester sur ça, hein, sur comment dire, le MLB League Pass, on peut dire ça. La MILB est inclus aussi dedans. Donc, si vous voyez comment dire, des franchises de ligue mineure voilà, affiliées à vos franchises de MLB préférées, ça vaut le coup peut-être de regarder aussi quelques matchs de ligue mineure en triple A. Alors je dis pas regarder des Rookie League ou des IA, hein, mais de double A ou triple A, ça peut être intéressant pour trouver ces joueurs. Non, si vous regardez la Rookie League, les Summer League, c'est vraiment vous êtes piqué de baseball et C'est compliqué. vous n'avez même pas besoin de nous écouter, je crois. Voilà. Alors, le classement, si tu veux bien. Alors, le classement, c'est pas établi à proprement parler. C'est chaque classement est propre, en fait, à chaque journaliste qui le construit, analyste qui le construit. Nombre de joueurs du top 100, les rookies, les joueurs internationaux, etc. Voilà. Est-ce qu'ils les prennent en compte ou pas? Beaucoup de paramètres. Donc là, moi, je vais vous dire peut-être un classement qui est déjà non exhaustif, mais qui mérite peut-être débat. Voilà. Moi, par exemple, je vais vous dire là, pour les meilleurs farm system MLB, celui qui rentre, alors on a fait un petit top 5. Pour moi, celui qui rentre dans le top 5, déjà, voilà, on va avoir les Mariners de Seattle. Et Julien, pour lui, ça serait. Bah, c'est aussi les Mariners de Seattle. Ah, bah, ok. Figure-toi. Bah, parfait. Figure-toi. Parfait. Je suis pas allé chercher bien loin pour le coup. Écoute, moi, j'ai eu 5 joueurs dans le top 100 prospect. Il continue d'être sur la brèche quand même pour trouver des joueurs de position préparatoire et des lanceurs. On a aussi l'arrêt court Colt Emerson, qui est très avancé, avec aussi le receveur Harry Ford et le second base Cole Young. En fait, en 2017, les Mariners s'étaient classés 28e, puis dernier en 2018. Et là, vraiment, ils commencent à remonter de plus en plus, on va dire, dans le classement. Ouais, c'est la deuxième année consécutive qu'ils sont premiers. L'année Ouais. dernière aussi, ils étaient premiers. C'est des signes positifs pour l'avenir. Je ne l'ai pas dit aussi, mais un farm system bien géré, c'est vraiment un pilier de la réussite à long terme. Ça permet de produire des joueurs qui sont talentueux, de compléter l'équipe principale, même si parfois il y a des problèmes, hein, parce que là, les Mariners vont être confrontés à un problème. C'est Cal Raleigh, qui est l'un des meilleurs catcheurs actuellement, et Harry Ford qui arrive. Donc oui, pourquoi pas faire un platoon, mais un des deux va sans doute servir de monnaie d'échange en fonction de ce que Tout à les fait. Mariners, le staff des Mariners va choisir. Donc ça, on complète avec ça, on peut s'assurer une certaine pérennité, une flexibilité, hein, je viens de le dire, dans la décision, dans les gestions. Et puis les équipes, elles se tournent de plus en plus vers les statistiques avancées. Les stratégies de recrutement, elles sont plus sophistiquées. Donc la gestion du farm system, c'est toujours actif, mais c'est aussi parfois des paris. Donc, mais dites-vous que des équipes, des exemples d'équipes qui ont bien géré des farm systems, c'est les Orioles ces dernières années. On le voit là depuis 2023, et les Rays qui sont coutumiers du fait en fait. Oui, Donc, tout à fait. qui se basent surtout sur le farm system. Peut-être que les Orioles vont changer de cap parce que maintenant qu'il y a de nouveaux investisseurs et des joueurs qui sont arrivés à leur top, ça va peut-être changer. Mais bon, voilà, en gros, pour résumer. Donc, revenons au classement. Ton second choix en classement? Moi, j'ai mis justement les Rays. D'accord, ok. Parce que tu vois, ils continuent à avoir un farm system solide. Williams, Isaac qui apporte de la puissance, tu vois, au bâton. Une profondeur qui est intéressante, développement des lanceurs qui est toujours bien. Beaucoup de joueurs polyvalents. Tu vois, la stratégie des Rays, c'est souvent trouver des joueurs très athlétiques et polyvalents. Donc, avec un développement qui cherche à faire de manière rapide. Et puis après, en les échangeant après quelques années en MLB. Donc, on reste là-dessus avec un farm system qui est plutôt solide. Ok. Écoute, moi, je pourrais compléter aussi. Ils sont bons partout, en fait. Les Dodgers, 8 joueurs dans le top 100 prospect. Le système dispose toujours d'un grand nombre de joueurs de position et d'armes de haut niveau. Ils mettent l'accent sur les athlètes, complétés par les quelques trouvailles de plus haut niveau issues de l'université. Et en fait, ils arrivent généralement après généralement après le premier tour. Bon, il y a Roki Sasaki qui est sans doute,
Gros coup de pouce, hein. Gros coup de pouce, voilà, sur ça. Les Dodgers, quand même, ils ont toujours l'un des meilleurs et des plus profonds systèmes en baseball, quoi. Et à Voilà. savoir qu'ils ont massivement alors ils investissent massivement dans les contrats des joueurs, mais ils ont aussi massivement investi, pardon, dans les infrastructures qui sont très modernes, à la pointe de la technologie, hein, pour le farm system, vraiment, des installations pour le développement qui sont, juste exceptionnelles, hein, Mmh. c'est des conditions, les joueurs sont dans des conditions optimales pour progresser. C'est vraiment, vraiment, très intéressant. La gestion des acquisitions internationales, leur farm system se base surtout là-dessus, en fait, parce que les tours de draft, vous vous doutez bien qu'on en avait parlé dans le dernier épisode, des Dodgers qui sont tout le temps dans le top de la MLB, qui draftent pas finalement de hauts joueurs. Par contre, leur draft international, elle est toujours, très, très bien, établie, très, très bien faite. Ça veut dire qu'il y a un scouting international qui est vraiment au top du top. Donc voilà, c'est pas incohérent de retrouver les Dodgers à cette place-là, Ah bah, oui. dans un classement. Ça change depuis que Frank McCourt est parti quand même, les Dodgers, c'est Ouais, la win, hein. ouais, c'est ça. Que penses-tu de Boston, entre nous? Est-ce que tu le mettrais dans le top Bah, 5? l'année dernière, ils étaient dans le top 5 pour moi, Ouais, mais là, je pense qu'ils ont perdu. Alors, ils restent toujours très compétitifs, hein. Pour moi, c'est un top 10, mais c'est pas un top 5. Ils ont d'accord. perdu vraiment trop de joueurs, Mmh. solides là dans les trades de cet été, de cet hiver, Oui, pardon. Je trouve que voilà, c'est dommage. Du coup, ça a fait d'accord. perdre quand même de bons joueurs, de très bons prospects, parce qu'ils avaient pas forcément une grosse profondeur, mais ils avaient énormément de qualité, et de ce fait-là, ils perdent encore en profondeur et ils perdent aussi en qualité. Mais il reste encore, de quoi faire, hein. Vraiment des prospects, mais qui vont être MLB ready très vite, Bah, ils c'est en ont envoyé avec le trade de Garrett Crochet, hein, il me semble, ouais, ouais, ils en ont envoyé sur 2. ça. Mmh. Mais Donc ils ont quand même gardé un des meilleurs quand même, Marcelo Mayer, quand même qui est toujours là et comment il s'appelle? Un autre Casas joueur que j'ai oublié. Oui, Ca c'est ça. Casas, c'est Même, toujours, Cédane, Rafaela aussi. ouais. Mais ces Donc joueurs-là, si c'est leur dernière année, hein, parce que l'année ouais, prochaine, tu te doutes c'est pour ça. qu'ils vont être sur un contrat, sur un contrat MLB, et enfin, en tout cas, sur un contrat MLB, ouais. En tout cas, ils vont rentrer, ils vont faire leur, ils seront plus Ils prospects. sont plus prospects, ouais. Et alors, D-Buck ou Guardians pour toi? Bah, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ah bah, Ouais. continue alors sur ton choix. Bah, moi, j'ai mis les Tigers. Parce Ouais. qu'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Ils ont un lanceur qui y arrive là, qui est Job, qu'on a vu en playoff cette année. C'était peut-être pas le bon moment pour le sortir, mais ceci dit, il a monté de bonnes choses. Ils ont des talents offensifs avec Clark, McGonigal, Jung. Donc il y a pas mal de profondeur. Il y a de la profondeur et de la qualité dans l'alignement offensif. Hem, donc non, ça peut être très bien, et puis, ils ont mis l'accent sur la reconstruction des lanceurs, même si cette année, là, ils ont reconstitué, un pitching staff assez solide là à l'intersaison. En tout cas, ils sont toujours dessus. On a vu l'arrivée de Flaherty, enfin plutôt le retour de Flaherty. Oui. Hem, donc ils vont encore sortir, et puis c'est traditionnel, hein, je veux dire, c'est comme les Guardians ou les Pirates, c'est des équipes qui sortent toujours de un ou 2 très, très bons lanceurs que la ligue va s'arracher après, quoi. C'est toujours ça, donc là, il y a pas mal de joueurs très talentueux à tous les postes, donc voilà pourquoi moi j'ai mis en 3 les Tigers. D'accord, OK. Et sur ta suite du classement, si on énumère assez rapidement, Rapidement, après, j'ai hésité, mais pour moi, les Cubs, ouais, heu, j'ai hésité avec eux aussi effectivement, ouais. les Cubs, c'est assez solide, il y a toujours de l'offensive, il y a toujours pas mal de talent, ça sort toujours un ou 2 joueurs qui est dans le système des Tigers actuellement, donc dans un small ball moderne, on va dire, hem, qui peuvent avoir un impact à court terme. Je ne sais pas si à moyen terme ça passera, mais en tout cas à court terme dans l'équipe, ils seront vraiment, vraiment bons. Donc tu vois, les Cubs,
c'est le développement là par contre de joueurs offensifs et des lanceurs, quelques lanceurs prometteurs, mais on a vu que ces dernières années, ils ont vraiment sorti de très bons joueurs. Hein, Armstrong, Crow, Oui. son nom, je sais jamais dans quel ordre le prononcer, mais en tout cas voilà, plutôt solide, hein, je trouve. Un farm system plutôt solide. Ok. Et allez, le 5e. Ouais, on en a eu 4 là. Ouais, 5e, moi j'hésitais. J'ai hésité entre 3 équipes, donc tu vois, c'était dur. Non, mais je vais les donner comme ça. J'hésitais entre les White Ouais. Sox parce qu'il y a quand même eu pas mal de. Il y a surtout énormément de lanceurs gauchers qui arrivent et qui sont classés très haut. Donc on a Noah Schultz, Egan Smith, qui sont vraiment très très bons lanceurs gauchers. Et on sait que le lanceur gaucher dans le baseball, c'est souvent. Alors il y a une hype autour, peut-être certains diront que des fois c'est un peu trop surcoté, mais bon, on sait la valeur, en tout cas ça a de la valeur. Donc voilà, très bon lanceur gaucher. J'ai hésité aussi avec les Cleveland Guardians parce que pareil, il y a encore du développement de lanceurs. Il y a aussi l'arrivée de Travis Bazzana, Chase DeLauter, Jason Chourio, le frère de Jackson, qui a bien progressé, lui, qui était pas forcément qui était un peu sous les radars ces dernières saisons là, et là il arrive vraiment à maturité. Donc vraiment un très bon un système complet en fait. Enfin, vraiment c'est complet. Le développement des lanceurs, c'est toujours ça. Il faut au moins pour eux qu'ils aient un lanceur dans le top 10 et ils sont réputés pour ça, quoi. Et après le dernier avec lequel j'ai hésité parce que c'est une équipe qui monte et dont on avait parlé, c'est les Athletics Athletics, ouais. qui ont repéré pas mal de joueurs, avec de la profondeur, pas forcément des top 50, mais avec vraiment de la profondeur, des joueurs qui sont très puissants. On a Jacob Wilson, Nick Kurtz, Colby Thomas. Sur le monticule aussi, Mason Barnett, Luis Morales, qui pourraient très rapidement arriver sur le monticule des A's et pourquoi pas arriver au top à l'entrée dans Las Vegas. Donc voilà, non, une draft universitaire qui est plutôt bien gérée en fait par les Athletics et qui savent aller chercher les bons, qui s'appuient surtout là-dessus. Et qui Donc, vont à l'étranger aussi, surtout. ouais, mais L'Athletic de Sacramento maintenant. ils sont très réputés pour leur scouting universitaire. Ouais. Là, ils ont recruté le japonais Shotaro Mori, un phénomène voilà, qui sont allés dénicher directement au Japon. On en reparlera après. Ils sont passés par la case du championnat japonais, la NPB. Voilà pour le top 5 des meilleurs systèmes agricoles de, de la MLB. Les pires maintenant, les pires, sans forcément être exhaustif non plus sur le Non, classement. moi j'en ai fait 3. Faut pas aller chercher Écoute, plus loin. moi j'ai Giants, Braves et Angels. Est-ce que toi, tu as autre chose? Moi j'ai Giants, Yankees, Padres. Pourtant, Bon, pourtant, les Padres, on en avait parlé. Les Padres, c'est vrai qu'ils ont une année sans. En fait, tous les 2 ans, ça renouvelle. Et là, on avait l'année creuse quand même l'année dernière, malgré qu'on ait quand même Ethan Salas qui va arriver incessamment. Qu'est-ce que tu peux dire des Padres alors pour toi sur Bah, sur ce moi, le système-là? problème du système des Padres, c'est qu'il est en quantité, il est très faible en fait. C'est Mm. plutôt maigre, hein, en fait. Par contre, il y a de très bons joueurs, attention, hein. Je dis pas qu'il y a de mauvais joueurs. Il y a de très bons joueurs, notamment un que moi je classe parmi les meilleurs à son poste de shortstop. On en reparlera après, mais c'est Léodalis De Vries, qui est un Mm. très très bon joueur. Effectivement. Ethan Ouais. Salas, t'en as parlé. Mm. Maintenant, les Padres, on en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière sur la NL. Ils ont choisi de renforcer leur équipe sur des stratégies qui sont plutôt sur l'achat et les échanges et les trades. Là, ils espèrent, à mon avis, renforcer leur farm system avec l'échange de Dylan Cease,
C'est ça en fait qu'ils attendent en fait, Oui. c'est de changer Dylan 6 contre des bons prospects. Donc voilà. Pour l'instant, c'est comme ça qu'ils vont aller chercher à compléter un peu plus, à étoffer, on va dire, leur farm system, qui pour l'instant est en fait il manque pas de qualité, si vous voulez, mais il manque de En profondeur d'heures et quantité. de quantité, ouais, voilà. Ouais, Parce que mis à ouais, part 2 ou tout à 3 fait. très, très bons joueurs, derrière, bah, il y a pas grand chose. Ok, écoute, est-ce que tu veux qu'on passe par le top 5 par position ou qu'on dise quelques mots sur tes deux autres, on va dire, systèmes qui sont les moins bien classés, on va dire, Rapidement, de parce la que MLB? on a le même, c'est les Giants. Ouais, ouais, C'est constant en fait. Déjà l'année dernière, ils étaient parmi les derniers. Ils ont du mal à développer les joueurs. Alors ça semble être, pardon, en train de changer, mais c'est vraiment, vraiment difficile. Des tours de draft, ils en ont eu 2 en 2023 et 2024. Le numéro 16, c'était Bryce Eldridge et James Tibbs, le troisième, qui a été en 2024. Ils ont un potentiel et offensif qui est énorme, mais derrière ça, ben, on a des joueurs qui sont plutôt de second rang et qui va être difficile pour eux de faire monter en fait. Alors peut-être qu'il y a des joueurs qui vont réussir à faire progresser, mais ça va être compliqué. Et c'est puis après, compliqué. un mot sur les Ouais, Yankees. Les Yankees, je vais pas dire c'est pas habituel, mais voilà, ça fait depuis un moment le dernier qu'ils ont sorti, c'était Volpi. Derrière, je crois que c'est Gonzalez qui doit sortir cette année. Après, c'est compliqué parce qu'il y a des jeunes joueurs très bons, souvent au même poste en fait, arrêt court et champ extérieur. Et après, c'est un peu difficile. Le marché international, ils essayent de bien travailler dessus parce qu'encore comme les Dodgers, ils peuvent pas compter non plus trop sur les tours de draft. Mais le problème, c'est que c'est une équipe qui est très active sur le marché. Je sais plus si on l'a dit la semaine dernière, mais en tout cas qui a eu du mal aussi à se construire ces dernières années, hein, pour rester compétitif, n'a pas toujours fait les bons choix et on en reparlera en fin d'épisode là un petit peu sur la gestion des farm systems un petit peu. Est-ce qu'un mauvais farm system, ça peut empêcher une équipe de progresser? Ça va pas l'empêcher, mais voilà, des mauvais choix de joueurs échangés et du coup ou signés, ça n'a pas été bon pour ce farm system, voilà. Mais c'est les Yankees, donc ok, je m'inquiète pas non plus trop pour eux. Je sais qu'ils seront capables de former des joueurs et ils l'ont montré, des surprises, hein. Austin Wells, on l'attendait peut-être pas à ce niveau, par exemple. d'accord. D'accord, ça marche. Merci Julien. On va passer tout de suite alors pas au top 5, mais peut-être les joueurs que nous avons peut-être mis dans un top 1 joueur, on va dire, par position pour cette année Ouais, un 2025. petit top 3, allez, Bon, un petit top on 3 va si tu vite. veux. Alors, différents levels, différents niveaux, voilà. MLB ready ou pas MLB ready? Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots, Julien, pour toi, ce que ça veut dire MLB ready? Pour ceux Bon, qui c'est simple, vraiment hein, c'est prêt pour la commencent. MLB, Voilà, on ne va pas aller chercher plus loin, c'est qu'il voilà. est prêt à jouer à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il est adapté au fastball des lanceurs, MLB, c'est-à-dire qu'une 100 MPH, ça lui fait pas peur. Il est habitué, il sait frapper des essais pour des balles à effet pour un frappeur. Il a une défense qui est plutôt solide. Alors quand ils n'ont pas une défense solide, c'est que ce sont de très 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 bons frappeurs. Et puis au niveau des lanceurs, c'est soit vraiment une très très grosse fastball, mais dans ce cas-là, ils vont plutôt aller dans le bullpen. Et puis sinon, c'est maîtriser déjà un minimum 2 ou 3 effets en plus de ce qu'ils ont déjà. Donc ça veut dire 3 balles à effet qui sont maîtrisées et voilà. Et là, pour un lanceur, on peut commencer à être MLB ready, quoi. Sachant que les joueurs, les Ok, lanceurs arrivent, avec un arsenal, mais pas toujours, très efficace et efficient. ok, ça marche. Parfait.
Allez, le classement. Donc, allez, trois joueurs. Donc, receveur. On va commencer par le receveur. Moi, j'ai mis. Alors, on prend MLB Ready ou pas Vas-y, alors? mais, et puis après, on dira si. Moi, mon classement, j'ai mis vraiment celui qui est classé numéro 1 et dans Ah oui, il faut aussi vous expliquer que vous pouvez retrouver des classements sur le MLB Pipeline. Donc, il y a tous les classements des joueurs par position. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est plutôt bien détaillé. Donc, moi, je me suis amusé. Le top 1, je suis pas allé chercher bien loin. J'ai pris lui pour le numéro 1. Après, par contre, je me suis dit un joueur que je voudrais suivre, enfin qui pour moi est à suivre, et puis celui qui peut être une surprise et qui peut vite arriver dans la ligue. Allez, on t'écoute. Pour le poste de catcher, moi j'ai Samuel Basalo des Orioles. Donc c'est un jeune receveur très prometteur. Hein. Alors ça tombe bien parce qu'Adley Rutschman montre des signes de faiblesse. C'est vraiment, il est considéré vraiment comme un titulaire indiscutable au niveau des ligues majeures. Il a seulement 19 ans. Très intelligent, bonne vision. Donc vraiment un joueur qui est déjà très respecté et qu'on risque de voir très vite en MLB. Ah, j'enchaîne. Vas-y, continue. Moi, mon joueur, Enchaîne. j'y vais alors à fond. Mon joueur à suivre, j'ai Joe Mack des Marlins. Et oui, les Marlins, je leur en veux pas tant que ça finalement. C'est un joueur à surveiller, Joe Mack, hein, parce que il n'a pas encore atteint son plein potentiel actuellement, mais il se développe vraiment très vite. Très bon en défense, une très bonne défense derrière la plaque, une discipline de frappe aussi très impressionnante. Ça va changer chez les Marlins. Et alors lui, par contre, peut-être pas l'année prochaine, mais je pense que dans les 2 ans, on risque de le voir. Peut-être qu'il va avoir des petits bouts de match parce que les Marlins, au point où ils en sont, je pense que ça risque d'arriver en fin de saison, mais il risque de prendre quelques matchs d'ici là. Et puis l'année prochaine, je pense qu'on va le voir sur les terrains. Et puis après, moi, mon joueur prometteur, c'est Moses Ballesteros des Cubs. Ouais, Les Cubs, qui a montré vraiment de très très bonnes qualités, une moyenne à la frappe qui est excellente, un très bon contact. En plus de ça, on rajoute de la puissance. Lui, par contre, ça pourrait arriver très vite. S'il continue sur cette lancée-là, on pourrait le voir dès cette année avec les Cubs. Moses Ballesteros, qui, si on reprend ses stats, en fait, a commencé en 2021 en Rookie League. Et il a gravi les échelons donc en Low A, A+, Double A et l'année dernière en Triple donc A. ça va arriver. Donc lui, il a fait tous les Ça niveaux. risque d'arriver très vite. Et puis il a un bras, une puissance dans le bras. Les relais en deuxième base, ça va aller vite. Hein. Ils le mettent quand même alors dans les positions en soit receveur, soit première base. Ouais. Voilà. Après les Cubs. C'est ce qu'ils mettent. Hein. Voilà. On passe, justement, on passe aux premières bases. Allez, les premières. Alors, première base, numéro 1, c'est Jack Caglianone. Voilà, avec un l'accent. de plus. Ouais, il y a Pasquantino, Caglianone. Voilà, donc l'équipe des Kansas City qui, encore une fois, vont sortir sans doute un très bon joueur. Malheureusement, encore un première base, mais je pense qu'il est capable de jouer autre part. Il est attendu pour 2025, donc cette année. C'est un joueur très puissant, capable de frapper énormément de home runs. Donc voilà, à voir, à suivre. Ça peut être très intéressant. Le problème, c'est que, ouais, en effet, on a Pasquantino qui est déjà établi. Donc, voir comment ça va se goupiller, tout ça, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais on risque de le voir très vite, très, très vite. En 2, j'ai mis un joueur des Athletics dont j'ai parlé tout à l'heure, Nick Kurtz. Donc, pareil, frappeur très puissant. Ça a été le premier choix hein, de la draft, je ne sais plus, 2023, je crois. Je dis peut-être une bêtise. Ouais. En tout cas, c'est un premier tour, c'est un premier tour de draft sûr. Les performances qu'il fait actuellement en minor league, elles sont étincelantes.
et constante surtout. Et donc, à mon avis, dans le processus de reconstruction et de base, en fait, que cherchent à mettre en place actuellement les Athletics, on risque de le voir arriver très vite. C'est Et puis parfait tout après, ça. un autre joueur dont j'ai parlé, c'est des Giants, mon troisième. Le joueur qui est prometteur, à mon avis, c'est Bryce Eldridge. Bryce Eldridge. Ouais. C'est un potentiel qui est indéniable, très bon joueur. Encore une fois, un joueur qui a une grosse frappe, une vélocité en sortie qui est assez exceptionnelle. Il devrait vite performer, lui. Donc, ça peut monter. Après, il faut voir si le step va pas être trop gros pour lui. Oui. Moi, je vais suivre un joueur que j'avais suivi en même temps que Dylan Cruz et Paul Skinnis quand ils jouaient en même temps à LSU, donc à l'université de Louisiane. C'est Trey Morgan. Trey Morgan qui est avec les Rays de Tampa, qui sera MLB Ready en 2026 et qui a joué jusqu'en Double A l'année dernière. Encore un peu à progresser, mais ouais, c'est un joueur qui avait vraiment à LSU vraiment un beau potentiel et qui avait gagné avec comment dire, Dylan Cruz et Paul Skinnis les World Series de NCAA. Voilà, en 2023, il me semble, ou 2022. J'avais vu gagner. Seconde base, Julien. Kurt, c'est le 4e choix de la draft. D'accord. Seconde base. J'ai Christian Campbell, des Red Sox. Ouais. C'est l'un des vraiment des prospects en deuxième base les plus prometteurs pour 2025. Il est un peu utility player, Ouais, non, souvent les deuxièmes bases, c'est un ouais, peu le cas. c'est ça. Mais très bonne Ouais. vision, un très bon contact, un joueur un petit peu qui peut nous rappeler un peu Luis Arraez. Vraiment un joueur qui va être très utile à mon avis aux Red Sox, qui cherchent à Oui. se reconstruire un peu, tout en La seconde base, l'arrêt court, tout en ouais, continuant à être c'est performant. compliqué. Mais ça va être un joueur qui Mmh. va arriver et qui va sans doute gagner du temps de jeu au fur et à mesure. Et je pense que c'est le bon endroit pour lui, les Red Sox. Et actuellement, les Red Sox, c'est vraiment aussi le bon endroit pour ces prospects qui sont pleins de potentiel. Oui. Allez, on Après, j'ai continue. mis un joueur des Guardians, je ne pouvais pas faire autrement. Travis Bazzana, Exactement, il me Travis semble. Bazzana. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai suivi du coup un petit peu plus que les autres. Premier choix de la draft 2024. Il s'est vite imposé en minor league. Une grosse moyenne, une frappe très puissante, une défense qui est plutôt solide. Franchement, il y a tout pour être un joueur, un top joueur de la ligue. Donc, OK. ça pourrait rapidement donner de la profondeur et de la puissance et de la régularité à un line-up des Guardians qui manque justement de régularité. Et ça peut être un excellent joueur à venir. Puis après, mon joueur prometteur, c'est Luke Kishlow des Twins. D'accord. Ah, j'aurais peut-être dit Orelvis Martinez des Blue Ouais, Jays, peut-être aussi. Mais là, il a vraiment, lui, il a le profil pour devenir un joueur, peut-être pas une superstar, mais un joueur très régulier en MLB. Il est très patient au marbre et vraiment une approche qui est très mature en fait. Donc ça peut être un D'accord. joueur qui peut être très intéressant et très régulier. Un joueur solide, quoi. Un joueur, peut-être pas la star de ton équipe, mais un joueur qui va être très solide à ce poste-là. Allez, on passe à l'arrêt court. J'allais faire le troisième base avant. Non, Moi, arrêt je fais dans court. l'ordre On du continue. bon bref, là, l'arrêt court. Bon, allez. OK.
Troisième base, les gros bras. Ouais, Allez, les meilleurs on joueurs. passe. Ouais. Je dis pas ça parce que je joue troisième base. Kobe Mayo des Orioles. C'est évident, hein, c'est le choix numéro 1. Pour moi, c'est le meilleur joueur. Après, c'est le joueur qui va arriver là et qui est très attendu en la troisième base pour les Orioles. Puissant, il a eu une ascension fulgurante en minor league, qu'il a classé tout de suite dans les meilleurs. Donc je pense que puis une bonne solidité, donc un futur vraiment, une future star de la ligue au poste de troisième base, pour moi. Après, le joueur à suivre, moi j'ai mis Davison de Los Santos des Marlins. Et oui, encore les Marlins. Tout n'est pas acheté chez les Marlins. Mais à vendre. C'est ça. Lui, c'est un joueur vraiment qui a une grosse capacité offensive, vraiment très puissant, solide. Quand il touche, c'est un peu Pete Alonso, tu vois? C'est quand il touche, ça part loin. Par contre, il demande encore pas mal de développement, donc à voir. On ne risque pas de le voir cette année sur les terrains MLB, mais par contre, pour l'année prochaine, 2026, on risque fort d'entendre parler de lui. Et après, moi, Une petite pièce, moi, sur. Pardon, je te coupe. J'avais vu Brady House des Nationals. Intéressant aussi. Intéressant parce que quand il va se retrouver avec CJ Abrams, Dylan Cruz, parce que Dylan Cruz, ça y est, hein, c'est cette année hein, qu'on va le voir évoluer à Washington. Donc, je pense que la jeunesse va être pas mal à Washington cette année. Je pense aussi. Puis on l'a dit dans nos conseils de classe. Après, moi, j'avais Cam Collier des Reds. Oui. Qui a un bras et vraiment très puissant, précis, des qualités offensives complètes, polyvalent. Il frappe fort, il frappe régulier. Ça peut vraiment être un joueur qui s'impose vraiment à ce poste chez les Reds et qui peut devenir une base future pour la reconstruction des Reds, en espérant que les Reds ne reconstruisent pas encore une fois l'éternelle reconstruction des Reds. Donc voilà, ça peut être un complément solide et arriver. Et dans cette équipe qui a maintenant Gavin Lux, Elie de la Cruz, s'ils peuvent avoir un Cam Collier très solide, ce serait vraiment très intéressant pour cet infield des Reds. Allez, le poste où je pense qu'on a le plus de dilemmes. Au niveau d'une sélection de noms quand même. Ouais, parce qu'il y a beaucoup, puis c'est le poste, tu me parles. Le poste d'arrêt-court, c'est un peu le poste pas star, parce que je sais très bien que toi et moi, on aime le poste de receveur. L'arrêt-court, quand même, c'est la référence en baseball, quoi. Mais voilà, si, c'est un peu la star, c'est généralement le capitaine, c'est un peu le capitaine, enfin l'image du capitaine, mais tu vois, de la défense, c'est lui. Tout passe par lui, c'est lui qui vient emmerder le second de base pour aller faire le tag en seconde base. Dédicace à l'expérience parle. C'est lui qui va réclamer tous les relais. Voilà, non, mais c'est bien. Après, c'est bien, comme ça, quand il y a une couille sur le terrain, tu dis, c'est pas moi, c'est l'arrêt court. Voilà. Non. Carson Williams en numéro 1. Pas d'autre choix. Pas d'autre choix. Tampa Bay Rays, on va le voir arriver là en 2025. Espérons que j'allais faire une. Sur le terrain des Yankees en spring trading, ça va être génial à regarder. J'ai failli dire une bêtise, mais après le flop. Franco, on espère que là ils ont trouvé en Carson Williams un joueur. Oui. Un joueur digne de ce nom et qui va ils ont perdu du temps là, les Rays, ils s'attendaient pas à ça et c'est plutôt bon, ils ont de la chance d'avoir Williams là qui va arriver et qui pourrait être dès cette année le point d'ancrage de cette équipe et de cette défense. Après, on peut dire plusieurs noms, Marcelo Mayer, Léodalis De Vries, Colt Emerson. De Vries, moi que je trouvais vraiment, je pense que c'est
je suis impressionné. Tu vois, je suis impressionné par lui et je pense que c'est vraiment un un joueur, un joueur clé dans la qui va arriver et très rapidement. Donc moi à notez-le, notez-le, moi pour moi c'est vraiment mon joueur, si je dois mettre une pièce sur un, je mets sur lui. D'accord, OK. OK. Sans oublier Jacob Wilson que je viens de regarder maintenant des Athletics, Sebastian Walcott aussi hem, des Rangers, qui a fait quand même pas mal, oui, effectivement, c'est ça, qui ouais. peut être un joueur MLB Raider ouais, qui peut être un 2026, ouais, très, c'est très ça. bon arrêt court et bon augure pour les Rangers parce que Corey Seager, qui arrive sur la fin Corey Seager, ouais, c'est ça. et là, je pense que c'était la bonne pioche et la bonne pièce dans le puzzle, heu, qui va arriver au bon moment, si tout se passe bien pour lui. Alors, bon, on en a parlé. Moi, pour moi, je mettrai toujours une pièce sur, un des joueurs que j'ai suivi, c'est Dylan Cruz. Dans le champ extérieur, mais il y a tellement maintenant de noms, tellement de joueurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu peux me dire Moi, sur les franchement, sur j'ai les mis joueurs? Roman Anthony, moi, ouais, des Boston Red Ouais, Sox. le numéro un donc, des Red Ouais, Sox, ouais, puis c'est ça. voilà, il a toutes les qualités pour être un super centerfield, il est rapide, il est agile, il frappe très bien, Ça frappe, ça va sur base, ouais, hein, ouais. 46. Bon, allez, sur 35 matchs, hein, Ouais, mais, non, mais il fait vraiment il est en très triple A. complet, il est très Mmh, complet et les Red mmh. Sox ont parlé de ses investissements la semaine dernière. J'ai envie de dire, bah, là, si ça marche, proposez-lui tout de suite un contrat long, quoi. Si vous voulez pas sortir, le chéquier pour d'autres joueurs, Ouais. de la free agency ou des trades, c'est le joueur qu'il faut absolument garder. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire Bah, après d'autre j'ai après, Colby Thomas bon, dont j'ai parlé tout à l'heure des Athletics, oui, un joueur très prometteur, grosse capacité, à la frappe, très puissant, hem, plutôt mobile. Alors ce sera pas un champ extérieur, mais plutôt un champ droit ou un champ gauche, parce que sa défense elle est encore, je dirais, en à améliorer, tu vois? En progression, mmh, en cours, mais ça peut être vraiment, le futur, titulaire au poste, de champ droit ou de champ gauche, des Athletics. Et puis d'accord. après, j'ai Walter OK. Jenkins des Twins Les Twins, oui, les Twins qui ont, ouais, 2 joueurs dans le top 10, et 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 là, des outfielders ça court très et vite et ça frappe très fort. Donc peut être très intéressant, il peut faire penser à des O'Neil Cruz, par exemple, ou voire, ouais, c'est plutôt ce style de joueur. Alors peut-être pas dans la morphologie, mais en tout cas, rapide et puissant, qui peuvent vraiment, avoir un impact, athlétique, on va dire, très rapidement dans la ligue. OK. Allez, on passe au monticule, et au droitier. Honneur au droitier. Bon, on va être obligé d'en parler parce que ça a été le la sensation des Dodgers, pareil, Roki Sasaki. Que peux-tu me dire de lui, Julien? Bah, il est à peine, arrivé que, on l'a classé dans le top 5 des meilleurs pitchers, hein. Voilà et c'est des performances exceptionnelles au Japon, il arrive dans un pitching staff qui est déjà, plus que fourni. Il a une fastball, au-delà des 100 mph, une splitter qui est, dévastatrice. Il a dominé vraiment la NPB, bon, voilà, hein. Ça va être, lui pour le coup, il est vraiment MLB ready, quoi. Il est déjà très solide, hem et on le verra tout de suite. Donc voilà. Tu en as parlé tout à l'heure, Jackson Job, Mouais, mmh, les Tigers j'ai aussi j'ai aussi aussi. Cade Horton des Cubs, qui est un très bon lanceur, Oui, futur pilier à mon avis de la rotation des Cubs qui vont avoir besoin de soutien pour Imanaga. Et vraiment, c'est le non, mais c'est on va le voir arriver,
là cette année normalement, et ça va être intéressant en fait pour cette rotation qui à mon sens manque de cohésion, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que tu as Ouais. vraiment un lanceur qui est au-dessus, et puis après voilà, on a un 2 qui pourrait être un 3, et un 3 qui pourrait être un 4, et un 4 qui pourrait être une longue relève. Donc tu vois, Mmh. c'est un peu Ouais, tout à compliqué. fait. Mais enfin, c'est mon point de vue. Après, les fans des Cubs seront sans doute pas de cet avis, mais voilà, il manque un peu de solidité, on va dire. Et après, j'ai Chase Dollander des Rookies. Ah! Lui qui a un arsenal qui est impressionnant pour un joueur de ce niveau, de minor league, et une fastball et une slider qui sont très impressionnantes. Si le développement se passe bien chez les Rockies, on devrait aussi le voir rapidement arriver et faire des dégâts assez rapidement. D'accord. Je pensais que tu allais me parler de Rhett Lowder des Reds de Cincinnati, qui a fait On aurait pu le mettre aussi. une très bonne impression cette année avec Cincy, avec 6 départs, une ERA à 1,17, 50% de victoire, 30 manches lancées pour 22 strikeouts. Bon, par contre, 14 buts sur balle. Ça, faut travailler un petit Ouais, peu. je sais pas, moi j'ai tendance à bien aimer les lanceurs qui spotent. Je cherche pas forcément des grosses fastballs à plus de 100 mph, mais ce que je veux, moi, c'est que ça spot. Ouais, Donc ouais, après, ça, c'est mon affinité pour les lanceurs, tu vois. tu raison. Ouais, c'est Donc ça. forcément, je suis pas forcément mis dedans. Alors, la denrée précieuse de tous les sports, on va dire, au monde, les gauchers. Les gauchers, Oh, apparemment, Zizou! c'est une hype. Noah Schultz, hein, on Ouais, a Noah vu tout Schultz, à hein, il y l'heure. a pas de vraiment, pour le coup, il y a pas trop de débat. Les White Sox, ils ont fait une bonne Mmh, pioche avec lui. Il y a du contrôle, il y a de la vitesse. C'est franchement, en gaucher, c'est ce qui se fait de mieux là dans les jeunes, et ça va faire beaucoup de bien aux White Sox en fait. Là, dès cette année, ça va faire beaucoup de bien parce que la perte de Crochette, voilà, arriver, même si le bullpen n'est pas non plus catastrophique, hein, mais ça va faire beaucoup de bien. Après, c'est l'environnement White Sox. Est-ce que ça va, comment lui va l'intégrer? Après, quand tu es lanceur, de toute façon, tu es un peu, il faut que tu rentres dans une mentalité, tu es seul contre tous, ouais. tous. Enfin, voilà, donc ça fera augmenter la FIP, c'est pas plus mal, hein. Ouais. Allez, encore un petit gaucher, après Moi, on enchaîne alors si je dois en sur choisir notre un, je revenu. mets Booba Chandler des Pirates. Ultra polyvalent. C'est vraiment une petite pépite celui-là, et j'ai hâte de le voir au plus haut niveau parce qu'il a un potentiel énorme, et c'est vraiment le joueur à surveiller là dans les années à venir. D'accord. Ok. Eh bien, on a fait le tour pour ce top des joueurs à suivre. Donc, n'hésitez pas, voilà, à noter les noms sur un petit bout de papier. Vous allez après sur le site de la MLB et la MILB justement pour retrouver ces joueurs. Et après, vous pouvez aussi les mettre en favoris, il me semble, sur leur site pour retrouver tout ça. On va passer sur l'aspect draft et surtout sur l'implication et le but donc des développements, le but du développement du farm system. Donc comment les choix de draft, pardon, façonnent l'avenir des équipes. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais laisser la main à Julien sur cette partie-là. Alors oui, en présentant des top prospects issus de la draft, l'impact de la draft sur les franchises à moyen Ouais, et long terme. Voilà. j'essaie de faire rapide, mais en gros, la draft, de toute façon, bon, c'est des tours de repêchage, hein, comme disent nos amis québécois. Ça influence directement l'avenir de l'équipe. C'est des paris qu'on prend sur des joueurs pour après alimenter le farm system et les développer. Le rôle, en fait, de la draft dans le développement des farm systems, c'est la formation déjà en quantité.
du farm system. Elle va permettre aux équipes de se renforcer en profondeur à tous les niveaux des ligues mineures, que ce soit Rookie League, Single A, Double A, Triple A. Donc dès les premières années en fait où le joueur est drafté, on l'a vu tout à l'heure avec la Rookie League. La draft, elle permet d'aller chercher des joueurs de haut niveau. Alors uniquement des joueurs qui sont dans le cursus scolaire américain, c'est-à-dire que des high school ou JUCO ou junior college, donc JUCO ou université. Donc voilà, on va choisir que des joueurs là-dedans. Donc on peut aussi aller les prendre dès le lycée. Beaucoup de joueurs sont draftés dès le lycée parce qu'on pose une pièce dessus en prenant des droits en fait. Ils peuvent après revenir dans la draft, mais on a vu pas mal de joueurs draftés dès le lycée qui se sont imposés après quelques années. Je pense à Bryce Harper, à Mike Trout, qui étaient des phénomènes au lycée Oui. et qui ont été draftés très haut. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps par rapport aux autres ligues. Je sais qu'en NFL, il n'y a pas de draft au lycée pour des raisons évidentes de physique et de maturité physique. En NBA, ça s'est fait pendant un temps. On est revenu un peu dessus, mais voilà. Les franchises, elles doivent donc capitaliser assez vite quand même au niveau des farm systems. C'est cette draft. Et voilà. Donc après, il y a aussi un mécanisme supplémentaire qu'on appelle la Prospect Promotion Incentive, PPI, pour les initiés. Donc Oui. ça joue un rôle clé en fait, parce que ça va récompenser les équipes qui font monter leurs meilleurs prospects en MLB. Si un joueur est issu de la draft et qui est considéré comme un des meilleurs talents de sa franchise en fait, et qu'il est promu à l'ouverture de la saison, eh ben, on obtient une année supplémentaire voilà, de service en MLB, et donc ça peut permettre à l'équipe de recevoir un choix supplémentaire de draft. Plus encore si on remporte un prix comme le Rookie of the Year ou on termine finaliste des MVP. Donc tout ça, ça incite les équipes à aussi promouvoir leurs joueurs et pas seulement à faire drafter de la quantité pour drafter de la quantité, et surtout alimenter des minor leagues en fait. Le but est aussi d'alimenter la ligue, et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Après, moi, je vais revenir, c'est juste sur les meilleurs choix de draft, on va dire, de 2024, de l'année Oui. précédente. On a Dylan Cruz, on en a parlé tout à l'heure, premier choix au global Oui. des Washington Nationals. Paul Skeens des Pittsburgh Pirates, qui était le deuxième choix, qui a fini NL Rookie of the Year. Rookie of the On a Year et top 3 ouais, Cy Young, surtout. Max Clark des Detroit Tigers et Chase Burns des Cincinnati Reds, qui est aussi, voilà, 4 joueurs qui sont plutôt très intéressants et qu'on sait qu'on va voir rapidement en fait. Après, l'impact sur de la draft en fait sur les franchises à moyen et à long terme. À long terme, en fait, ça va être de renforcer la compétitivité à long terme. En fait, le choix des bons joueurs à la draft, ça va permettre à l'équipe de se doter de talents de qualité, capable d'intégrer la MLB à vraiment à des postes stratégiques pour les équipes. Donc c'est des paris qui se font certes, mais surtout on va regarder aussi, on va drafter en fonction de nos besoins à 2 ou 3 ans. Contrairement à la NFL ou à la MLB ou à la NBA ou même à la NHL, tu vois, on va vraiment se dire qu'un joueur, on va regarder ce qui lui reste comme contrat, le temps qui lui reste, l'âge, etc. Et on va se dire, dans 2-3 ans, il faut qu'on ait un joueur qui soit prêt, et c'est comme ça qu'on va chercher à faire ça. Et donc les cycles de compétitivité pour une équipe, elles vont dépendre surtout de ses choix en fait. Sauf si en effet tu te bases uniquement sur la partie financière qui est de signer des joueurs ou de trader des joueurs. Ça va permettre à long terme aussi une stabilité financière, parce que fatalement, c'est des petits contrats en fait. Alors, mis à part les bonus de signature, les contrats sont des contrats limités qui dépassent rarement les 800 000 $ par an. Les joueurs, une fois qu'ils ont signé, ils appartiennent pendant 6 ans maintenant, je crois. Avant, c'était 7 ans, maintenant, c'est 6 ans à l'équipe. Donc, l'équipe a les droits du joueur pendant 6 ans. Donc, en gros, quoi qu'il arrive, il va rester 6 ans.
Ça permet aussi après d'avoir une valeur d'échange aussi. Ça, c'est plutôt à moyen terme. Mais voilà, c'est par exemple les Yankees ou les Braves qui ont capitalisé pendant longtemps en fait leur farm system pour échanger des prospects contre des joueurs confirmés. Tu vois, donc voilà, ça va servir à ça. La draft Ouais, aussi, tout à ça va fait. être un catalyseur en fait pour des équipes en reconstruction. Parce que je prends l'exemple des Detroit Tigers ou des Orioles, qui ont pu créer un noyau de jeunes joueurs, en fait, se baser dessus. Et c'est ce qu'on voit actuellement, par exemple, avec, j'espère que c'est la direction qu'ils prennent, mais les Nationals, c'est exactement ça, ce qu'on commence à avoir avec eux. Et c'est vraiment une équipe qui peut être à l'avenir, dans les 2-3 saisons à venir, telles les Mariners aussi, très, très bonnes. Donc, en résumé, Ouais. la draft, c'est un élément déterminant pour la construction de l'équipe, en fait. Et pour l'équipe même, la franchise MLB, mais aussi pour renforcer le farm system. Ça va augmenter de la flexibilité financière et permettre de bâtir une équipe sur le long terme. Donc, une draft réussie comme en 2024, pour certaines équipes, ça va jouer un rôle majeur dans les années à venir. C'est ce qu'on disait dans le podcast précédent pour les Pirates, qui doivent capitaliser absolument pour ces 4 à 5 années à venir, Paul Skeens, et construire une équipe pour être performant avec les moyens qu'ils ont et les joueurs déjà en place. Essayer d'avoir quelque chose d'intéressant, surtout qu'on a encore des joueurs qui arrivent, on l'a vu avec Booba Chandler. Donc il y a 2-3 années qui vont être clés pour les Pirates. Ok, ça marche. On va passer au suivant, à l'autre point. L'impact de l'internationalisation des farm systems et de la MLB. Faut qu'on va faire focus sur les meilleurs prospects internationaux, si Moi, tu veux bien. j'étais pas forcément parti. Ouais, j'en avais 3 avec 3 exemples différents en fait. Sur les Allez, prospects internationaux. Savoir que l'internationalisation, ça a pris une ampleur assez significative les dernières décennies, hein. On l'a vu avec des joueurs, notamment, on va parler d'un, l'actualité fait qu'on a vu Ichiro Suzuki oui. rentrer au Hall of Fame. Par exemple, ça fait partie de ces joueurs qui ont fait partie de l'internationalisation de la ligue il y a plusieurs décennies déjà. On a Shohei Ohtani qu'on a vu arriver, et puis on a aujourd'hui Sasaki qui arrive et qu'on nous vend comme un destructeur de battes, Un destructeur, voilà, de c'est ça. frappeurs. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est ça. Mais je dis ça, mais faut voir aussi le nombre de joueurs qui viennent d'Amérique latine et de l'Amérique du Sud, Venezuela, Porto Rico, République dominicaine notamment. Week-end, ouais, Cuba c'est aussi, ça, tout à fait. Porto Rico, voilà, c'est tous ces joueurs-là qui arrivent, ou du Cuba, je l'ai dit aussi. Il y a aussi la Corée, le Japon et la Corée. Majoritairement, c'est ces nationalités-là qui sont représentées, le Mexique aussi. Donc là, vraiment, ça va être un rôle crucial pour des équipes qui n'ont pas, je le disais tout à l'heure, qui ne vont pas forcément avoir des choix de draft très hauts. Ils vont devoir se baser là-dessus. Et donc, la MLB, maintenant, avant, c'était ça commence à un peu plus se réglementer, etc. Mais en tout cas, le suivi des prospects et le développement des prospects, et en tout cas des jeunes joueurs dans ces pays-là, peut-être pas en Corée, au Japon, parce que c'est déjà des pays qui sont très structurés. Pour le baseball, je veux dire, il y a des lycées le collège, le lycée, plus les ligues professionnelles, voilà. C'est un peu moins vrai au niveau des pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud, Du Sud, où ouais, tout à c'est fait. Mmh. bah, un peu plus, on va dire, moins développé, un peu plus archaïque pendant des années. Beaucoup de gens ont profité de ces Ouais. systèmes pour se faire de l'argent sur des jeunes, donc on a décidé d'un peu plus réguler tout ça. Du coup, il y a des scouts à l'international qui vont vraiment, eux, pour le coup, pour ces équipes telles que les Dodgers, les Yankees, et cetera, qui sont toujours au haut de l'affiche, c'est de trouver de très bons prospects, hors Amérique du Nord, tu vois? Ouais. Donc on va avoir vraiment, des prospects qui vont venir surtout de régions où le baseball, c'est notamment, un mode de vie, mais aussi, un espoir, tu vois? Pour ces jeunes. Je pense en République dominicaine, c'est vraiment C'est c'est leur leur porte de porte de sortie. sortie. Donc il Mmh. faut vraiment
Puerto Rico, Repdom, Hein. ouais, Venezuela, Colombie, Mmh. Mexique même. Surtout avec l'actualité fait que, voilà, Mais du coup, c'est souvent des très jeunes joueurs. c'est C'est des très jeune très jeunes joueur, ouais, c'est joueurs ça. avec une marge de progression qui est Mmh. assez impressionnante et du coup, ça permet aussi aux équipes une certaine flexibilité et Mmh. après une valeur et un impact qui peut être énorme. Donc voilà, après moi j'ai fait un focus sur 3 prospects internationaux. Bah, on a parlé de Rory Saki, je sais pas si on va reprendre un petit peu, mais rapidement, il a seulement 20 ans, il a commencé, il monte vraiment des vitesses de balle et un contrôle qui est assez exceptionnel. C'est déjà une star, en fait, avant même d'avoir fait ses premiers pas en MLB. Il a déjà tout cassé, bah, que ce soit en World Baseball Classic où, on l'a vu à l'œuvre, là, il y a 2 ans. En ligue, au Japon, il a fait aussi le taf. Donc voilà. Après, je vais parler d'un autre, mais c'est un autre type de joueur, c'est Ethan Salas des San Diego Padres, qui joue receveur, qui vient du Venezuela. Heu, c'est un jeune joueur qui a tiré vraiment l'attention des scouts, hein, parce que dès le plus jeune âge, en fait, ils ont vu qu'il avait une puissance au bâton qui était impressionnante et puis surtout, il avait des qualités très naturelles, en fait, derrière le marbre, au poste de receveur et ils se sont dit que c'était vraiment, un talent à prendre, un talent, un diamant, en fait, c'est un diamant brut qu'ils ont vu et ils se sont dit: «On va le polir» et ils ont misé beaucoup sur lui. Ce qui tombe bien, c'est que, le poste de receveur aux Padres Et vacant. est vacant, ouais. Un autre receveur, mais pour des raisons diverses, et là, on va parler d'un joueur, Blake Mitchell, qui lui est originaire des États-Unis, mais qui a alors la particularité, c'est que bien qu'il soit américain, en fait, c'est une nouvelle génération de joueurs qui a été développée sur des standards internationaux, où on a vraiment cherché à le rendre le plus polyvalent possible avec le jeu défensif, la puissance de frappe. C'est vraiment le futur, pour les Royals aussi, à ce poste de receveur. C'est quoi quand on parle de standards internationaux? En fait, dans ce cas-là, c'est une formation qui est plus poussée dès le plus jeune âge, en fait. On va pas attendre, qu'il soit en high school, en deuxième ou troisième année de high school pour commencer à s'intéresser à lui. C'est là vraiment dès le plus jeune âge, on a commencé à lui faire bénéficier des systèmes de formation et de développement, heu, très influencés par rapport à ce qui se faisait dans les autres pays, en Asie ou en République dominicaine, Venezuela, et cetera, notamment, c'est vraiment, on a cherché à le développer tout petit, heu et le spécialiser très vite. Alors ça a aussi son pendant, c'est qu'on spécialise et voilà et ça peut être compliqué, mais et on met l'accent vraiment sur la polyvalence, comme on peut faire dans le baseball, dans des pays comme la République dominicaine, où on privilégie d'abord une défense solide avant de de faire, en sorte que le joueur soit fort à la frappe. Heu, voilà, on va se développer ça plus tard, mais vraiment, c'est d'abord ce qui prime dans les pays, Amérique latine, c'est une défense très solide. On va jouer à la Vitilla, donc c'est, au Caps, donc c'est des bouchons de bouteilles, en fait, qu'on lance et puis qu'on doit frapper avec un bâton un manche à balai, Un en manche à gros. balai, ouais, tout à Donc fait. voilà, donc ça fait Mmh. travailler le contact et la gestuelle et après on travaille uniquement après sur la puissance quand le joueur va arriver vers 13-14-15 ans. Donc c'est un contexte global en fait dans lequel il a été formé et qui fait la particularité de ce joueur. Donc je l'ai dit après, hein, l'impact c'est surtout, la formation technique qui va être supérieure par moment, par rapport aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup, mais il y a pas non plus beaucoup de coachs qui sont, très pointus. Donc, il y a à boire et à manger et des fois des joueurs, des talents bruts qu'il faut, des fois revoir en fait, reformer et ça peut prendre plus de temps. Des joueurs qui on sait qu'ils ont un bras terrible, mais ils manquent complètement de contrôle, ils ont pas d'effet et cetera, parce qu'il manque de technique, parce que plein de choses et il va falloir reformer, reprogrammer ce joueur pour la MLB. Heu et après, bah, il y a aussi toute une gestion de business en fait qui dans l'internationalisation, parce qu'on va recruter des joueurs, donc il y a des relations commerciales qui se font.
On va Ah recruter des oui. joueurs japonais, on s'ouvre sur le marché japonais pour la MLB, la République dominicaine, et cetera, et cetera. En France, on attend. Ça se fait Comme ça. indépendamment en France. Ouais, ouais. Ça se Non, fait mais indépendamment ou alors il y a des scouts qui viennent quand même, oui, mais sur certains niveaux. dans les Mais voilà, principaux pôles. ouais, c'est Voilà, ça. Mais après, on a une bonne formation. Faut pas tout non à plus, fait. faut pas non Toulouse, plus. Montpellier, et Ouais, j'en passe, et des Auvergne. meilleurs, ouais. Et voilà. Donc ça, c'est pour draft et draft international. Ça marche. On va enchaîner, sur un autre point, allez, on va parler des futurs superstars qui se distinguent, les jeunes talents à surveiller. Ouais, Alors c'est beaucoup de sûr noms qu'on qu'on vous a déjà répète toujours cités. Rocky Sasaki, c'est sûr, mais son nom revient à chaque fois. Dans chaque article que vous pouvez lire sur n'importe quelle plateforme, dont la nôtre sur The Playoff FR, Rocky Sasaki fait à chaque fois la une parce que, bah voilà, comme l'a dit Julien, c'est le futur vraiment. Alors que pourtant il y a Shohei Ohtani hein, qui est encore là, hein, on Ouais, l'a mais pas Shohei enterré. Ohtani, Hein. c'est autre chose. Mais là, c'est un jeune joueur Voilà, qui a déjà fait ses preuves en fait en ligue professionnelle et voilà, dans une des meilleures ligues professionnelles qui est la NPB en fait. Hein. c'est ça. Voilà, il faut pas. S'il a fait ces preuves là, je vois pas pourquoi il raterait. Tout à fait, Il raterait. Puis on tout l'a à vu fait. avec d'autres joueurs déjà qui viennent de la NPB, ils ont su très bien faire. Hein. On parle d'Otani, Managa, tous ces Ouais. joueurs-là, Ichiro, voilà, ces Oui. joueurs qui ont tout de suite Mm. été Mm. prêts. Mm. Après, moi j'ai Williams, pardon, des Tampa Bay, Oui, dont on a parlé tout à l'heure. Après, Ethan Salas aussi, je pense que tous ces noms-là, vous pouvez les noter, hein, Sasaki, Carson Williams, Ethan Salas, Max Clark aussi. Voilà, je pense que ces 4 joueurs-là, vous pouvez tout de suite commencer à les suivre cette année. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on se trompe. Et mm. c'est vraiment le futur de la ligue, quoi. Ouais, ouais, tout Dans à ceux fait. qui vont arriver. Allez, on peut conclure sur cet épisode Farm System Draft International joueur. Ouais. Les points clés, Julien. Bah, en résumé, je vais résumer en fait. On aurait dû commencer par là, comme ça l'épisode aurait duré 5 minutes. Heu, pour moi, un farm system, ça offre surtout une flexibilité aux équipes en fait, hein. Ça va permettre de pas dépendre uniquement des revenus. Un mauvais farm system, c'est pas handicapant en soi. On le voit pour des équipes comme des Yankees. Ça permet pas d'avoir une construction solide et des cycles, ils seront courts du coup et courts ou moyens, tu vois? Ou à moyen terme, mais ça va permettre d'ajuster l'effectif en cas de contre-performance individuelle, en fait. Hem, Voire, tu vois? C'est un bon Ouais. farm system, ça va pouvoir permettre de compléter ça, mais quand on n'a pas un bon farm system, ben, il va falloir commencer à plutôt se signer un free agent ou faire des trades. Donc ça peut déstabiliser parfois l'ossature d'une équipe parce qu'on va pas aller piocher dans notre farm system, mais on va piocher dans notre équipe et du coup, ben, au lieu d'avoir un trade qui peut être productif, il peut être, ben, finalement, contre-productif, hein, parce que les joueurs aussi disponibles sont pas toujours au niveau de ce qu'on recherche. On va prendre parce que c'est disponible ou parce qu'on dépend trop du marché, tu vois? Donc Mm. voilà, un farm system solide, par contre, ça va permettre une certaine flexibilité, pour faire face aux aléas de la saison et à l'évolution du marché. Parce qu'on l'a vu, il y a des fois, bah, là, cette année, par exemple, on avait un marché des troisièmes bases qui était pas pas comment, où il y avait que 2 gros noms et finalement, il y en a un qui a toujours pas été signé. Le marché des premières bases était complètement saturé et au-delà, tu vois, le marché des shortstop, il y avait personne, enfin pas grand-chose. Seconde base, pareil, très peu. Donc il faut aller sur des trades. C'est plus compliqué pour les équipes parce que ça peut être risqué. Ouais. Donc un farm system solide, ça permet justement de gérer ses contre-performances, ça permet de ramener d'aller, quand on a une équipe solide, en fait, on prend pas trop de risques à amener un jeune joueur, dans un collectif qui est déjà solide et établi. Heu, Quand on est obligé de tout refaire à chaque fois sur des cycles très courts de 2 3 ans ou, des fois même 1 an parce qu'on a fait, on a tradé, que des joueurs qui étaient en fin de contrat, c'est plus compliqué. Heu,
tu vois, et quand on n'a pas cette flexibilité, du coup, avec un bon farm system, c'est encore, je vais pas faire mais c'est une analyse plus qu'une critique des Yankees, mais vous regardez, ça fait 4-5 ans que c'est comme ça. C'est difficile, c'est qu'il y a les trades ou des signatures qui sont faites et qui sont pas dans la durée. Donc on a des joueurs qui restent 1, 2, 3 ans, qui sont pas forcément les meilleurs, d'autres qu'on risque de perdre quand ils sont très bons. On l'a vu, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais le cas Soto. Mais tu vois, des joueurs Verdugo, Gleyber Torres, c'est des joueurs voilà qu'on a eu et c'est difficile. De derrière, quand il contre-performe, en fait, ben, on n'a pas ce vivier en dessous pour dire: «OK, je vais pouvoir le remplacer et mettre quelque chose». Non, on est obligé de refaire du free agent, refaire du trade et ça devient compliqué pour l'équipe, du coup, d'avoir une stabilité. Mais on doit miser sur les revenus. Heureusement, les Yankees ont cette possibilité, mais s'ils l'avaient pas, ce serait très dur. Oui, Donc tout à fait. Ouais. ça permet vraiment pour beaucoup d'équipes de jouer et on va le voir, mais le cas des Dodgers dans les années à venir pourrait être très intéressant à observer parce qu'on a des joueurs qui vont arriver sur la fin, qu'il va falloir remplacer et on a un farm system qui est plutôt intéressant. Donc à voir si tout ça nous donne raison. Mais vraiment, il faut pas ça permet aux équipes de pas être dépendantes du marché en fait. Voilà. Il faut se dire surtout ça, à retenir, c'est voilà. C'est pas, c'est pas handicapant d'avoir un mauvais farm system, mais un bon farm system va pas non plus vous faire, être performant du jour au lendemain. Et puis, C'est sur la durée. ça rentre vraiment dans le système sport-études américain pur, quoi. C'est-à-dire Mmh. qu'il y a des joueurs qui sont faits pour faire du sport et qui ont des programmes universitaires majeurs et qui évoluent là-dedans, justement pour en faire leur métier derrière. Donc derrière, si on n'a pas un bon système, allez, je vais parler en français, agricole avec les franchises MLB, ben, du coup, ces joueurs-là, ils restent sur le carreau. Voilà. Donc il faut que, voilà, c'est vraiment la corrélation avec le système éducatif américain et le système sportif américain surtout. Voilà, ça Ouais, rentre bien en compte là-dedans. même si tu sais que tu peux être sélectionné, mais comme tu l'as dit, tu peux rester toute ta vie en Tu peux MLB. rester toute ta vie en ligue mineure, Ou c'est alors ça. faire quelques années et voir que c'est bouché et le système pour ça, le système, américain est plutôt bien parce que ils sortent quand même avec une base de diplôme qui est généralement le bachelor Mmh. degree. Mmh. Ils sont pas que Donc sportifs, hein, ils ont donc aussi un voilà. diplôme, derrière, Oui, surtout que c'est un peu à plus prendre. régulé que certaines années parce que bon après ceux qui sont de high school, c'est un peu plus compliqué après pour reprendre des études. Mais voilà, le système américain a un peu corrigé, la NCAA a un peu corrigé, les diplômes parce que pendant un temps, alors c'était surtout vrai au football américain où je vous laisserai retrouver le joueur, mais il y en a un qui a un bachelor degré en fluide de Pan, qui était linebacker, je ne sais plus où. Non, mais c'est vrai, hein. Voilà, bon, il finit un peu tous ces trucs-là, c'est un peu plus suivi, donc il y a quand même un avenir pour ces joueurs. Mais voilà, pour revenir sur le farm system, vraiment, voilà, ça va permettre beaucoup de flexibilité, du long terme, un approvisionnement plutôt, on va dire, régulier de joueurs et qui va faire que, ben, on va plutôt avoir, des finances plutôt saines. On va pouvoir investir, on va pouvoir parfois même trader pour vraiment passer un step ou se renforcer fortement et puis il faut pas être que dépendant des trades et cetera parce que je suis désolé encore les Yankees, mais Joey Gallo, Anthony Rizzo, tu vois, ça a pas été des trades qui ont été couronnés de succès et on a perdu pas mal alors qu'on aurait peut-être pu avoir, des prospects qui seraient montés, et qui auraient pu, être bien Ouais, meilleurs. c'est ça, c'est ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse et ces derniers points. Des petits Français, l'année dernière, on en avait parlé. Mathias Lacombe, qui a été, drafté par les White Sox de Chicago. Hem, Cette année, on va vous faire suivre, avec, Nicolas, en fil rouge tout au long de la saison, Mathias qui, évolue, à Chicago. Donc il évolue donc voilà dans les ligues mineures pour l'instant. On aura surtout, une interview avec lui, que Nico, va préparer pour, nous parler de voilà, de comment ça se passe là-bas, son entraînement, son comment dire? Son
ces activités qu'il peut faire là-bas, etc. Enfin voilà, son ressenti sur cette méthode-là de farming qui va être très intéressant. Et aussi, dans les petits papiers que j'ai actuellement, je suis avec Mathis Reynal en contact, celui qui est en NJCAA, donc à Cochise College en Arizona. C'est voilà, un joueur aussi qui a été qui tente l'expérience américaine. Un petit Français voilà, qui est perdu avec tous ces Américains. Donc on va voir avec ça, donc avec lui sur une forme d'interview, peut-être en article. Donc restez surtout connectés à The Playoff FR. On vous prépare ça bientôt. Voilà. Julien, merci. Ça a été un bon épisode, hein. 1h30 pour parler Ouais, sympa. du farming. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il fallait sur le système agricole juste avant le spring training qui va commencer dans une semaine. Il y a déjà les premiers matchs C'est ça. qui arrivent. Moi, je vois déjà dans mon agenda les premiers matchs de ma franchise préférée. Voilà, donc on est content. Et justement, on va pouvoir voir ces jeunes-là aussi arriver, quoi. Voilà. Quelques-uns, Voilà, ouais. c'est ça. Quelques-uns. Ça va être intéressant. Donc, continuez à nous suivre sur The Playoff FR. L'actualité baseball, ça continue. La MLB, ça continue. MLB The Show, ça continue aussi. Et c'est en train de prendre vraiment tout son sens là parce que le gameplay est sorti hier. Donc, l'article est apparu ce matin sur le site internet. Et ça commence la semaine prochaine. Et aussi, on vous prépare un podcast sur le jeu avec Julien. Voilà, je vous ai tout dit. Julien, je te remercie. Je te souhaite une très bonne soirée à toi. Et merci à vous. Ouais. Ouais, merci à tous. Bonne journée, bonne soirée, peu importe quand vous nous écouterez. Et puis, ciao, ciao. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée et n'hésitez pas à nous laisser un message sur le Discord communautaire ou sur les différentes plateformes en commentaire. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.